Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Koh Lanta, le totem maudit, la finale avec évidemment les poteaux qui avaient lieu lors de cette finale. Alors je vous remercie pour avoir été aussi nombreux pour le live qu'on a organisé sur la chaîne YouTube. Clairement ça a été un immense succès une nouvelle fois où on a remis les prix de la saison. N'hésitez pas à aller le revoir, c'est un live d'ailleurs qui fait pas mal de vues donc je pense que vous êtes beaucoup à aller le voir. Vous pouvez, si vous ne voulez pas vous refaire tout le live, les résultats sont dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et si vous voulez revoir le live qui était plutôt sympa, n'hésitez pas à aller le revoir où on a décerné le Avador, le Flavio d'argent, l'aventurier de l'année, enfin de la saison pardon, l'aventurière de la saison, le stratège de la saison. L'aventurier qui nous a le plus déçu, alors je rappelle que c'est pas l'aventurier qu'on n'aime pas, hein, c'est un aventurier on espérait plus pour lui. Bref, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et globalement on a bien pu échanger, c'était super. Et j'ai passé une excellente soirée en votre compagnie, c'est un des lives les plus longs, je crois qu'on a fait presque 2 heures de live, ou même un peu plus. Donc très heureux d'avoir fait ce live en votre compagnie. On est là pour parler de cet épisode, donc on a su que la prochaine saison de Koh Lanta sera en 2023, donc on se retrouvera pour les reviews en 2023. Et là donc c'est la dernière review avant un petit moment, même si on se retrouvera pour ceux qui aiment ce format, avec les vidéos sur Pékin Express cet été. Et on fera certainement d'ailleurs un live, comme je l'ai annoncé hier, enfin avant-hier, sur un live voilà, pour Pékin Express pour le début de saison. Je pense qu'on se fera un petit live pour lancer ça. Alors la vidéo arrive avec une journée de retard, normalement j'aurais dû la sortir hier et je pensais bien être dans les temps, mais il s'est mis à faire dans ma région, parce que vous savez je habite dans la Loire, proche de Saint-Étienne, et il s'est mis à faire de la grêle de façon assez violente, et donc j'ai pas pu tourner, c'était des conditions un petit peu dantesques, donc je tourne aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo qui va être faite en plusieurs parties et c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Alors, je vais essayer de pas trop m'éterniser. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais parce qu'en fait, j'ai énormément de choses à dire. Il y a des propos qui ont été tenus. Je ne peux pas vous en vouloir de penser ça, mais je ne suis pas d'accord. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je vais une nouvelle fois aller dans la dissidence absolue, mais en tout cas, je vais essayer de vous expliquer mon point de vue. Nous avons fait un live avec Anto du Rire et la Fourmi du Net sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller le voir également. Et je compléterai, parce que forcément dans le live on n'a pas forcément le temps de pouvoir exposer longuement mes idées. Là je vais vraiment le faire de façon très détaillée, donc je vous expliquerai vraiment mon cheminement qui m'a amené à ma conclusion que c'était un bon épisode. Ceci étant, c'est un bon épisode malgré que la base, c'est-à-dire que ça ne peut pas être mieux que ça, voilà, je vais dire ça comme ça, parce que les poteaux sont malheureusement une mauvaise épreuve et je trouve que c'est globalement le mieux qu'on peut faire avec les poteaux. Je vois pas comment on peut faire beaucoup mieux, je vous en parlerai tout à l'heure. On va commencer, on va aller dans le détail et puis j'insisterai sur certains passages précis. Alors, donc c'est l'épreuve des poteaux évidemment aujourd'hui, mais comme d'habitude, Denis vient sur le camp pour parler avec tous les candidats et revenir sur les grands moments de leur aventure et faire un petit point et leur demander d'ailleurs qu'est-ce qu'ils feraient de l'argent. On apprend que François veut donner son argent à une association, en tout cas une partie de cet argent. Il ne précise pas laquelle d'ailleurs, donc on ne saura pas. Je ne sais pas si ça a été précisé depuis, quelle est l'association pour laquelle il concourait. Jean-Charles, lui, il n'a pas vraiment imaginé ce qu'il allait en faire parce que voilà, il s'imaginait pas du tout arriver à cet endroit-là. Géraldine, elle, c'est plutôt un projet familial, etc. Bon, voilà, c'était pas incroyablement intéressant. Jean-Charles, lui va revenir sur évidemment sa performance à l'orientation et puis il va revenir un petit peu sur sa maman. C'est vrai que là, Denis, il essaye quand même de venir chercher un petit peu les aventuriers pour avoir un peu d'émotion et tout. Et au final, je pense qu'il a peut-être été un peu déçu parce que c'est pas forcément arrivé. Parce que Jean-Charles n'a pas pleuré, alors que bon, il a quand même tenté, tu vois, de venir lui chercher un peu les larmes, mais c'est pas venu. Géraldine, elle est fière de son aventure, évidemment qu'elle peut être fière, puisqu'elle est quand même arrivée en finale de Koh Lanta. Je vous ai expliqué ça la semaine dernière, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle mérite, mais ça veut simplement dire qu'elle peut être fière d'avoir atteint ce niveau du jeu, parce que ça semblait pour elle assez inimaginable d'arriver à ce niveau du jeu par rapport à son potentiel, on pourrait dire, sur l'aventure. Bastien, lui, c'est plutôt l'aventure, il est content de s'être dépassé, de s'être découvert, c'était voilà, vraiment un discours assez qu'on connaît bien dans Koh Lanta. Et François, lui, il a plutôt insisté sur le fait que physiquement ça a été très difficile, il a trouvé le début de l'aventure particulièrement rude, il s'est même évanoui, on l'avait vu, mais il explique que voilà, il a vite trouvé ses limites, et que c'était un peu ce qu'il recherchait dans cette aventure, c'était le côté de se confronter à ses limites.
et je trouve que globalement la promesse a été bien tenue pour lui. Il nous expose d'ailleurs qu'il a envie d'être papa, ça y est, etc. Voilà, enfin franchement, c'était des discussions qui sont pas incroyables, c'est rarement de toute façon très intéressant. J'ai pas souvenir particulièrement de discussions qui ont vraiment amené à vouloir peut-être à vous redéfinir votre position sur un candidat avec ses propos à ce moment-là. Il y a quelques moments un peu touchants parfois, mais globalement, et puis en plus vu que tu vois, on sent que c'est un moment qui veut parfois te faire pleurer, ça marche pas forcément toujours aussi bien, mais bon, voilà, bon c'est une façon de commencer. Arrive donc l'épreuve des poteaux, il y a un poteau d'une couleur différente qui est noir, et donc dès le début, on apprend, comme je l'imaginais, je vous l'avais dit, alors je pensais pas que ça serait aussi long par contre, qu'il ferait tomber ses éléments de son poteau avant les autres. Moi j'imaginais que ça serait peut-être 5 minutes avant les autres, au final c'était une demi-heure avant les autres, donc c'était bien plus important que ça. Et des gens ont été déçus au final que ça soit aussi peu, entre guillemets. Alors moi je trouve que c'est trompeur entre guillemets parce que Bastien au final banalise le côté que c'était assez emmerdant, mais en réalité c'était assez emmerdant. C'est-à-dire que Bastien il a tenu un long moment sur la toute petite partie du poteau, et forcément ça a un peu fait l'impression de ça servait à rien. Au final c'était quand même relativement embêtant. Beaucoup espéraient que on ne puisse pas être choisi, au final bon, on peut être choisi, donc je trouve que c'était un poteau qui était tout à fait intéressant. Et globalement, ça restait dans l'esprit du jeu, c'était plus dur, mais c'était pas non plus disqualifiant totalement. Mais tu tombais sur quelqu'un d'autre avec un autre profil beaucoup moins fort que Bastien. Si ça avait été peut-être, je sais pas moi, notamment peut-être Jean-Charles ou François, honnêtement on se serait dit oui, c'était particulièrement trop dur. Donc Bastien il fausse un peu les cartes, et au final ça a peut-être permis d'ailleurs d'avoir un poteau peut-être plus compétitif et plus difficile, parce que Bastien a eu des grosses difficultés évidemment. Et donc il est en décalage tout le long, mais à la fin, quand tout le monde fait tomber tous ces éléments de son poteau, et ben là, ils sont tous remis à égalité, sauf que bah, forcément lui, il est resté plus longtemps dans cette position, donc il est un petit peu plus fatigué. Publicité à 21h31, voilà. Bon, ça faisait pas plaisir, mais bon, c'est comme ça. Et puis donc va arriver donc les poteaux qui vont démarrer, mais le fait que les poteaux n'aient pas été coupés par de la pub, c'était plutôt appréciable. Donc ça s'est enchaîné assez vite, c'est-à-dire que 21h31 comme je l'ai dit, début des poteaux, 21h36 première réduction, on enlève une première, donc en gros ça a duré 5 minutes, et d'habitude je vous explique que c'est très dur de faire de l'épique avec les poteaux, parce qu'en gros ils font ça. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'épique dans les poteaux. Attention, acteur studio, vous n'êtes pas prêts, ça ressemble à ça. Oh, 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 voilà, je vais pas durer 8 jours, mais vous avez compris l'idée. Sauf que là, Bastien, des fois, il s'est retrouvé dans une position, on aurait dit la tour de Pise, tellement il était penché, ou donc comme ça, ou souvent plutôt à l'arrière d'ailleurs, et il a fait des rattrapages d'un autre monde. Franchement, j'ai jamais vu des rattrapages aussi dingues, parce que d'habitude, quand tu arrives à te rattraper, tu vois, tu es un peu en arrière, hop, comme ça, et tu reviens vers l'avant, et bien en fait, en faisant le mouvement, tu fais tellement le mouvement que tu tombes, tu vois, tu finis quand même par tomber. Et ben Bastien, il s'est repris au moins 2 fois de façon admirable. C'était spectaculaire, mais vraiment quand je vous dis qu'il était comme la tour de Pise, et j'y suis allé, j'ai déjà vu la tour de Pise qui est particulièrement bien penchée, je peux vous dire que je pense qu'il était encore plus penché que la tour de Pise, c'est pour vous dire. Tellement c'était presque irréel d'avoir réussi à se remettre droit et tenir dans les conditions dans lesquelles il s'était mis plusieurs fois. Donc Bastien, voilà, je l'ai marqué, énorme rattrapage tout le long. À 21h40, donc 4 minutes après, donc en gros 5 minutes par étape, tout le monde se retrouve à égalité à ce moment-là, très bien. Là j'ai noté, alors je l'ai noté sur ma tablette pour être un petit peu pointilleux, c'est que quand, à ce moment-là, pour celle-ci, Denis demande à tout le monde donc de lâcher, en sachant que Bastien lui est déjà dans cette configuration, Géraldine lâche vachement après les autres. Alors ça n'aura pas d'incidence puisque Géraldine, tout le monde ne va pas tomber immédiatement comme à l'époque André par exemple, où tout le monde était tombé dans les secondes quasiment, et tout le monde tombe en même temps et au final il l'emporte sur le fil. Là ça aurait pu être, voilà, on aurait pu en discuter pendant 8 jours, mais là au final non, parce que, mais franchement elle lâche vachement après, donc on a presque du bol que ça tourne bien. Parce que là, on aurait pu dire Géraldine, moi je trouve qu'elle a, voilà, on sent que c'était pas joyeux. Ceci étant, bon, tout le monde tient à peu près là, à ce moment-là, mais François finit par tomber 6 minutes après, donc à 1h36 minutes. C'est pas mal, j'étais un peu déçu parce que pour moi, j'espérais qu'il fasse un peu mieux, mais bon, c'était pas son épreuve, il faut croire, bon voilà. Bastien tombe après,
à 1h40. Donc assez peu de temps derrière, mais lui ça faisait déjà une demi-heure qu'il était en train de jouer avec sa vie. Et on termine donc avec une finale Géraldine contre Jean-Charles. Alors je l'ai noté, j'ai dit waouh, Géraldine contre Jean-Charles, ça fait, c'est quand même spectaculaire. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et donc Jean-Charles va finir par tomber, et c'est bien Géraldine qui s'emporte après à peu près 2 heures sur les poteaux. Quand j'ai vu la finale comme ça, je me suis dit Géraldine, elle a quand même l'argument fatal pour choisir Jean-Charles, parce que Jean-Charles était deuxième sur les poteaux, il a trouvé le deuxième le poignard, donc elle peut choisir Jean-Charles et ça serait pas, elle se ferait peut-être pas lapider, c'est-à-dire dans le sens on dirait pas ah elle a fait un choix facile pour gagner parce que Jean-Charles n'est pas au niveau donc elle aurait eu toutes les voix etc. Globalement là il lui avait donné un petit peu tous les arguments pour choisir Jean-Charles, mais on verra que ça sera pas le cas de façon assez surprenante. Alors je vais vous proposer maintenant ma réaction au moment où j'apprends les nouvelles règles de Koh-Lanta. À ce moment-là, je vous laisse, parce qu'en fait j'ai pris mon téléphone juste après la révélation. C'est du collector, hein. C'est du collector, je voudrais que ça reste sur ma chaîne YouTube, je voudrais pas que ça disparaisse, donc voilà, je fais un petit cut, je vous montre ça, vous allez voir, j'étais littéralement mort de rire. Oh ce miracle! Oh ce miracle! Nous sommes sur un miracle! Nous sommes sur un miracle! Nous sommes sur un miracle! C'est un miracle! C'est un miracle, il n'y a pas d'autre explication! On allait sur une finale Jean-Charles Géraldine, et d'un coup Denis comme un... Vraiment, mais c'était un miracle! C'était un miracle divin, il est arrivé, il a fait... Non, 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 ça dégueulasse! On était à ça, dans la merde! On était à ça! Et là, il a fait... Il y aura trois finalistes. Il y aura 3 finalistes. Ah, c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai hurlé dans la baraque. J'ai hurlé partout. C'était un truc de fou. Genre, heureusement que je me filme pas en live parce que putain, j'ai hurlé. Oh là là, le miracle. Et le Havador, on en parle. Le Havador remporte les poteaux. Non mais c'est prodigieux. C'est prodigieux. Cette saison de Koh-Lanta, c'est quelque chose quand incroyable. Donc, comme vous l'avez compris, Denis arrive à ce moment-là, Géraldine a remporté la victoire, et Géraldine, on lui dit, Géraldine, il n'y aura pas un seul finaliste, mais 2 finalistes. Géraldine, vous choisissez le premier finaliste, et ensuite l'autre finaliste choisira la dernière personne. Ce qui fait que Géraldine va forcément se retrouver soit avec François, soit avec Bastien, d'une manière ou d'une autre. La plus grande chance de gagner, c'était certainement de choisir Jean-Charles. Parce que Jean-Charles, il n'a pas fait l'unanimité. Je trouve qu'il a assez peu d'alliés au final, Jean-Charles, quand vous regardez sur le papier. D'ailleurs, les votes sont assez criants. Qui a voté Jean-Charles? C'est un peu des gens qui ne veulent pas voter contre ceux qui l'ont éliminé, plus ou moins. Vous verrez qu'il y a pas trop de doute. Pour voter pour Géraldine, hein, je parle pour cette précision. Mais voilà, Jean-Charles, je pense qu'il n'aurait pas forcément suscité une énorme... voilà, je pense que ça aurait été plus compliqué. Et Jean-Charles, je pense qu'il aurait choisi Bastien, parce que 3ème, je pense qu'il l'aurait fait dans l'ordre. Et je pense que François n'était pas en finale dans cette configuration. Alors, à la grande surprise d'un petit peu de tout le monde, elle choisit François. Alors François qui... ça va se justifier après, hein. Ça va se justifier. Clairement, ça va se justifier. Parce que pour moi, François, c'était un mauvais choix de le choisir. Parce que globalement, il avait été le meilleur sur les épreuves, il avait été bon, il avait une position de leader, donc il allait avoir quand même pas mal de votes pour lui de base, on pourrait dire. Géraldine, elle était de sa même alliance, donc au final, les gens qui voudraient pourrir, peut-être auraient pu avoir envie de la pourrir, même s'il n'était pas de la même couleur d'origine, etc., peu importe. Mais voilà, en tout cas, ça me semblait pas être un très bon choix, mais je pense que c'est un choix qui n'est pas stratégique, c'est un choix qui est fait plutôt avec le cœur, parce que quand elle l'expose, elle dit vraiment, je veux choisir celui qui m'a porté jusqu'ici, on a été solidaires jusqu'à maintenant, quasiment, c'est quelqu'un qui a été là pour moi, il m'a offert un confort. Je suis pas sûr que ce soit vraiment calculé, et je vous le dis, j'en suis même intimement persuadé que c'était assez peu de calcul, que là, elle s'est pas dit, tiens, combien il y aura de votes pour un tel, pour un tel, pour un tel. J'ai l'impression qu'elle s'est vraiment dit, je veux amener François avec moi, et qu'on est très très loin des configurations comme on avait eu avec Nawel qui nous fait des justifications d'un autre monde pour nous dire qu'Inès mérite. Vous vous souvenez probablement des propos tenus qui étaient particulièrement étranges, vous vous souvenez, hein, elle mérite. Voilà, on en était arrivé là quand même, et c'était assez étrange et fou. Là, je trouve que ça se tenait, les propos étaient assez cohérents. Ceci étant, c'est sûr qu'elle hypothéquait une partie de ses chances de remporter la victoire, je trouve, avec ce choix, même si ça peut se discuter, parce qu'au final, il a tellement été accueilli d'une certaine manière, on en parlera tout à l'heure, lors de l'arrivée au conseil, qu'au final, c'était certainement un bon choix.
mais je pense que c'était pas calculé. François donc arrive, et François, pour moi, il doit choisir Jean-Charles. Parce que s'il veut, en gros, valoriser le fait qu'il a été le meilleur sur les épreuves, il faut pas choisir Bastien. Parce que c'était ça le meilleur argument pour choisir François. C'est qu'il a été le meilleur sur les épreuves, il a été le leader, il a été bon, ça a été un bon compagnon de route, il a été, voilà, et je pense que c'est ces qualités-là qu'il a essayé de mettre en avant, et d'ailleurs son discours est allé dans ce sens. Sauf qu'en choisissant Bastien, Bastien il avait les mêmes qualités que lui, sauf que Bastien ne s'est pas mouillé, Bastien n'a pas, il était dans aucune alliance majoritaire particulièrement, il était un peu électron libre, donc il s'est fâché avec personne, Bastien, donc image pas du tout écornée, et globalement c'est François en mieux, entre guillemets, sauf sans son position de leader on pourrait dire. Et donc Bastien il avait des gros atouts pour remporter la victoire, et pour moi choisir Bastien c'était suicidaire. Mais François, pour les mêmes raisons que Géraldine, je trouve choisit Bastien, et je trouve que ce n'est pas calculé. Mais je vous justifierai ça plus loin. Je trouve que voilà, son choix là de François de choisir Bastien, ça fait pas passer pour un stratège particulièrement éclairé, je trouve. Et par rapport aux reproches qu'on lui fera plus tard lorsqu'on arrivera au conseil, je trouve que déjà c'est une preuve que c'est pas vraiment le cas. Et on en reparlera plus loin. Tout le monde donc va arriver là, donc Jean-Charles n'est pas choisi. Il précise avec un ton humoristique, ils ne m'ont pas choisi car ils savaient tous que j'allais gagner et ils ont peur de moi. J'ai trouvé que c'était plutôt un joli mot, mais ceci étant, cette autodérision de Jean-Charles, je trouve camoufle le fait que Jean-Charles, je vais quand même utiliser le terme, mérite moins, et qu'on a le sentiment que lui-même a conscience que sur l'ensemble de la saison, il a été plutôt en dessous. Et d'ailleurs, quand il arrivera au conseil, il précise que quand il s'imaginait une finale, ce qui est quand même terrible ce genre de propos, mais bon c'est comme ça, quand il s'imaginait une finale avec 2 ou 3 aventuriers, peu importe, et en tout cas il imaginait cela. Ce qui est quand même terrible quand tu te dis que toi tu es finaliste et tu es en train de concourir toi-même pour cette position en finale. C'est un petit peu étrange de tenir des propos pareils, mais bon c'est comme ça. Et qu'en gros, pour lui, que Géraldine soit en finale c'était mérité, que François soit en finale c'était également mérité, et que Bastien se retrouve en finale c'était on ne peut plus mériter. Et donc, ça voulait dire, en gros, vous avez bien fait de ne pas me choisir. Alors qu'en vrai, là, quand tu es aussi proche de la victoire, voilà, il aurait pu avoir des regrets. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un peu ce sentiment, vous savez, qu'on appelle le sentiment de l'usurpateur, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression de pas forcément être tout à fait à sa place, parce que tout le long de la saison, on n'a pas été bon. Et que là, oui, il avait trouvé un poignard, et on se souvient d'ailleurs, il avait déjà eu du second degré quand il avait trouvé son poignard, et qu'il commençait un peu à se vanter, mais sans non plus en faire des caisses, mais juste un peu taquin. Et je trouvais que c'était plutôt honnête comme impression. Alors là on va arriver donc au moment du conseil. Alors, le conseil ça a été particulièrement rude. Déjà on en parle tout de suite, on commence. L'arrivée de Ambre. Pas de bonjour. Alors montage pas montage j'en sais rien. Mais en tout cas la gueule qu'ils font, tu peux te dire qu'ils lui ont certainement pas dit bonjour. Mais elle dit pas bonjour non plus. C'est-à-dire que bon, la politesse comme on dit ça va dans les deux sens. Mais elle dit pas bonjour, personne dit bonjour. Ils ont un regard, mais t'as l'impression qu'elle a tué père et mère. Elle a tué père et mère Ambre. Je rappelle que Ambre, la seule chose qu'elle a fait c'est éliminer Louana et Maxime, alors que Louana a critiqué Maxime depuis hyper longtemps, donc en fait elle a simplement, j'ai envie de dire, prolongé cette approche pour éliminer Maxime. Donc je maintiens que c'était pas non plus injustifiable de voter contre Maxime comme on essaierait de le faire comprendre, dans l'idée qu'elle a été stratège, machin, je sais pas quoi. Elle a surtout, je pense, saisi une opportunité de faire à la fois tomber Louana et tomber Maxime. Et je pense pas que ce soit, alors on dit oui c'est stratège, mais on en parlera tout à l'heure parce que ce mot est galvaudé, et il a été particulièrement galvaudé quand on a parlé du cas de François. Yannick est en joie, mais alors énorme quand il voit arriver Jean-Charles, parce que ça veut dire qu'il y a Bastien en finale. On comprend qu'il va voter Bastien, hein. Et voilà, il est super content pour Bastien, l'image parfaite de Bastien, parce que Bastien, voilà, lui c'est l'aventurier, on n'a rien à lui reprocher. Il n'est pas comme Géraldine, qui a été un petit peu inférieur sur les épreuves, et globalement François qui lui était très bon, mais ils vont lui reprocher beaucoup de choses lors du procès. Et lui, il arrive, lui il a gagné, c'est la personnalité un petit peu comme qui est souvent appréciée par le jury final dans Koh-Lanta, c'est-à-dire une personnalité à qui tu n'as absolument aucun reproche à faire. Tu ne peux pas lui reprocher de ne pas mériter parce qu'il a remporté les épreuves, tu ne peux pas lui reprocher de ne pas avoir été actif parce qu'il a été actif, tu ne peux pas lui reprocher d'avoir pas été un bon camarade parce qu'il l'était, tu ne peux pas lui reprocher de ne pas être sympa parce qu'il l'est, etc., etc. Et en gros, il finit par cocher toutes les cases pour remporter la victoire. Et on sait que ça a été globalement, et c'est souvent le profil d'ailleurs du gagnant de Koh-Lanta. Ce qui fait qu'à ce moment-là, moi, je me suis projeté dans l'idée que ça allait être lui qui allait remporter la victoire de façon assez rapide. Et au final, ça ne va pas aller dans ce sens, mais nous y reviendrons. Arrive maintenant
le procès de François qui, voilà, après que tout le monde soit arrivé, les deux autres aventuriers n'ont littéralement aucune question, et les questions qui vont leur être posées d'ailleurs sont littéralement vides de sens et sans aucun intérêt. Les seules questions qui étaient prévues et préméditées, c'était certainement des questions pour Ambre, et surtout des questions pour François. François, on a eu un procès en direct pour savoir si François est stratège. Je vais donc faire une partie de cette vidéo maintenant pour vous exposer mon point de vue là-dessus, car je trouve qu'il y a un malentendu sur les propos qui ont été tenus. Quand j'ai regardé ce passage donc du procès, que je vais appeler comme ça parce que je pense que c'est plus clair pour tout le monde. François arrive, je rappelle le palmarès de François. François a remporté des épreuves individuelles. Il a été le leader de son équipe, prenant la position et la place de Luana qui avait pris un engagement pour Colin qui n'a pas été respecté par l'ensemble des aventuriers. Colin n'a pas été éliminé par un collet d'immunité ou par, je sais pas, un coup foireux. Non, il a été éliminé par une communion de l'ensemble des aventuriers qui ont décidé d'éliminer Colin, à part Luana qui n'était pas d'accord avec cette position. Donc déjà, l'argument que va sortir Colin, je suis pas d'accord, parce que le faire retomber tout ça sur François, j'ai trouvé que c'était un petit peu... je vais le dire clairement, je pense que c'est faussé et c'est pas génial de dire un truc pareil, parce qu'en réalité, c'était une position d'équipe. Et je trouve que François d'ailleurs, il va sortir cet argument, et je trouve que c'est un argument qui est particulièrement bon et qui est particulièrement recevable. D'ailleurs, François va particulièrement bien se défendre dans ce procès, je vais l'expliquer. Ensuite, on va lui poser la question et on va lui demander, es-tu stratège ? On va poser la question, on va mettre les termes directement, es-tu stratège ? Alors, beaucoup de gens m'ont répondu, que ce soit sur mon Twitter ou sur mon onglet communauté de la chaîne YouTube, en m'expliquant qu'ils n'aimaient pas l'attitude de François, qui voyait comme une honte d'être stratège. Alors, je vais préciser. Nous allons changer la question, si vous me le permettez, parce que cette question est trompeuse. Quand vous la voyez écrite sur le papier lors d'une épreuve de baccalauréat, vous n'avez pas ce qu'on appelle le sous-texte, vous n'avez pas l'intonation et vous n'avez pas l'ambiance. Je vais donc la changer, mais vous allez voir, je ne vais pas la changer de beaucoup, je vais simplement rajouter un mot, un adverbe dans cette phrase, et vous allez voir que la réponse, alors que pour certains, quand on vous pose la question « Êtes-vous stratège ?» et qu'il faut répondre « Oui » parce qu'il faut en être fier, c'est-à-dire littéralement dire « Je suis stratège, je dois en être fier, je l'avoue, oui je suis stratège, il n'y a pas de problème, je suis fier de moi », ici la question je vais la changer. Vous allez voir, ça va changer complètement le sens, et je ne pense pas d'ailleurs que la plupart d'entre vous auraient répondu « Oui ». Je change la question. François, es-tu méchamment stratège? Je répète ma question, vous y réfléchissez, attention à votre réponse. François, avec une ambiance, donc on est bien d'accord qu'il y a une ambiance de mort, une ambiance de tribunal, les aventuriers sont tous ligués contre et pas pour, contrairement à Survivor qui essaie de déterminer si tu as fait telle stratégie pour voter pour toi. Là c'est ici, on essaie de savoir si tu as fait telle stratégie pour voter contre toi. Petite précision. On arrive, on te pose la question. François, es-tu méchamment, l'adverbe est important, méchamment stratège? Oui, parce que François, quels sont ses états d'âme? Au final, il a voté pour gagner, il a éliminé pour gagner, ça va, hein, c'est le but quand même, je rappelle que c'est le but de Koh-Lanta, c'est de gagner normalement à la base. Même si quand on écoute Jean-Charles, on se dit que c'était pas forcément son but. C'est d'ailleurs la preuve qu'on n'est pas du tout dans la même approche du jeu qu'on peut avoir justement dans l'édition américaine. Ça n'a strictement rien à voir, parce que là quand on voit Jean-Charles qui perd, la réaction de Jean-Charles, elle est ouais, c'est pas si grave. Et pareil d'ailleurs pour Géraldine, globalement elle est presque contente d'arriver là, et c'est un petit peu, elle s'explique pas totalement. Ici, quand on te pose la question de ces stratèges, la mauvaise réponse c'est de répondre oui. Je sais que c'est fou d'entendre ça, parce qu'il y en a qui aimeraient qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire oui. Alors, je vais quand même prendre des cas d'école, parce qu'il faut comparer, on va comparer avec des cas pratiques. Dans les stratèges récents, des saisons récentes, je vais en prendre deux parce qu'ils sont assez thématiques. Tu as Patrick et tu as Cindy. Je vais prendre Patrick pour commencer. Patrick, lui, il se revendique comme stratège. Ok, lui il assume. Par contre, Patrick, il a deux atouts, Patrick. Déjà, c'est qu'il est extrêmement apprécié. C'est un stratège assumé, qui fait des coups bas, etc. Mais il est très sympathique, Patrick. Toujours, la bonhomie, l'humour, etc. C'est quelqu'un qui passe bien. Ce qui fait que quand il te fait ces petits coups en douce, etc., il le fait toujours passer comme un coup un peu sympa, un peu drôle, il est un peu mesquin, il joue un peu, il s'amuse, entre guillemets, et ce n'est pas vu comme étant méchant, c'est plutôt vu comme quelqu'un qui s'amuse. D'accord ? Donc je répète ma question, quand on vous demande est-ce que vous avez été méchamment stratège, je pense que Patrick pourrait répondre à cette question sincèrement, non.
Vous imaginez, il répondrait non à cette question. Non, j'ai simplement eu envie de gagner. Ou envie de m'amuser. Et envie de m'amuser, pardon, je rajoute. De gagner et de m'amuser. Réponse qui serait particulièrement pertinente et qui resterait quand même dans l'esprit du jeu de j'ai été stratège. Mais il ne le dirait pas dans le sens j'ai été méchamment stratège. C'est plutôt j'ai été stratège pour m'amuser. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ça? Très bien. Je passe à Cindy maintenant. Parce que Cindy c'est encore différent. C'est un autre profil. Cindy, elle est, on pourrait la catégoriser dans le méchamment stratège. Puisqu'elle s'attaque littéralement et elle se focus sur un aventurier qui a le profil qu'on connaît dans Koh-Lanta, c'est-à-dire l'aventurier qui gagne les épreuves, qui est dominant, qui est en train de prendre le dessus. Et donc globalement, normalement quand tu mènes des stratégies de ce type-là pour éliminer cet aventurier, tu es vu comme méchamment stratège. Mais sauf que Cindy, c'est un cas particulier entre guillemets. Parce que Cindy, elle fait ça sur Maxime. Je vais changer. Imaginez si jamais on refait la saison de la guerre des chefs, sauf qu'au lieu de mettre Maxime, nous allons mettre Hugo. Hugo de la saison précédente. Cindy ne ressort absolument pas avec la même image, et d'ailleurs si on lui demande si elle est méchamment stratège, je pense que là elle répondrait pas du tout la même, et clairement la réaction du public ne serait pas la même à cette réponse. Là quand elle s'attaque à Maxime qui n'avait pas un soutien populaire particulièrement marqué, que ça soit par les candidats qui l'appréciaient pas tellement, on se souvient des propos tenus par les autres, qui trouvaient qu'il parlait bizarrement, qu'il n'était pas sympa, etc., etc. Et globalement, le public ne s'était pas hyper investi derrière Maxime. Moi, j'aimais beaucoup, mais c'était pas hyper investi derrière lui. Ce qui fait que Cindy avait pu faire méchamment, si vous m'avez suivi, méchamment stratège, mais en réalité, elle n'était pas vue comme étant méchante, parce qu'elle faisait ce qui arrangeait également les autres. Donc, tu n'étais pas méchamment stratège, tu étais simplement stratège, et ce n'était pas vu comme quelque chose de péjoratif. Je termine ma parenthèse, je reviens sur François. François, lui, quand on lui pose la question de est-ce qu'il a méchamment stratège, heureusement qu'il répond non. Il doit répondre non, et il a intérêt à répondre non. Je rappelle que ça ne paye jamais dans Koh-Lanta de venir répondre justement à cette question de j'ai été méchamment stratège. Vous pouvez demander à Claude, vous pouvez demander à plein d'aventuriers qui ont été méchamment stratèges dans leur saison et qui globalement sont toujours, d'ailleurs ils sont tous, punis à la fin pour avoir fait ça. Dans Koh-Lanta, au final, celui qui est récompensé souvent à la fin, c'est celui qui a été le bon aventurier, le bon candidat sur les épreuves, et qui globalement n'a pas fait de faute, c'est-à-dire ne s'est pas investi dans une stratégie qui a eu des conséquences néfastes sur des aventuriers, et globalement c'est ça qui paye, c'est ça qui paye. Et donc quand François répond non à cette question, il a raison de répondre non, et il faut répondre non, et évidemment qu'il faut répondre non. Mais ça ne veut pas dire que François a dit « je n'ai rien fait », c'est pas ce qu'il a dit François. Quand vous écoutez ses propos, il a dit « je ne suis pas stratège », en tout cas je ne suis pas méchamment stratège, mais il a dit « j'ai effectivement essayé de gagner, je me suis allié avec Ambre, j'ai éliminé Maxime parce que ça me semblait être un bon choix pour garder Géraldine et Fouzi », il a juste fait des choix ce qu'on pourrait appeler de la logique. Attention, la logique est également une stratégie. Je ne citerai pas le Claude, mais Claude qui disait « tout est une stratégie ». Il a raison dans l'absolu. C'est-à-dire que tout, une stratégie d'amitié, c'est une stratégie. Une stratégie de couleur, c'est une stratégie. Une stratégie de fille, c'est une stratégie de fille. C'est toujours, tout est une stratégie en réalité. T'invites quelqu'un à un confort, c'est une stratégie. Ça, tu peux l'avoir fait avec le cœur sur la main, c'est une stratégie. Je vous avais expliqué d'ailleurs il y a 2 semaines. Quand François il avait choisi Géraldine, j'avais trouvé que c'était un excellent choix. Mais j'ai dit tout de suite, je pense que c'est pas calculé en réalité. Je pense que il a vraiment envie d'inviter Géraldine. Vraiment envie. Mais c'est un bon choix. C'est-à-dire que c'est coup double. C'est sincère, mais c'est un bon choix. Donc est-ce que c'est vraiment stratégique quand c'est fait sincèrement? C'est-à-dire pas avec réfléchi véritablement, avec un but précis, un aboutissement. François, quand vous écoutez ses interviews quand il avait choisi Géraldine, et d'ailleurs quand il parle de Géraldine, j'avais l'impression, en tout cas c'est le sentiment qu'on a quand on regarde les images, qu'il a pas eu, c'était pas calculé, c'était pas calculateur en tout cas comme choix. C'était plutôt Géraldine, c'est une aventurière qui a gagné mon respect, j'ai envie de lui donner, avec ce fameux moment où il lui dit « elle mérite ». Vous vous souvenez certainement, on en avait parlé il y a 2 reviews de ça. Bref, je vais conclure sur cette partie. François, lors de son procès, je rappelle que c'est un procès, on le voit véritablement, l'attitude de Yannick notamment, l'attitude, donc Yannick va le traiter de lâche par exemple, alors qu'en réalité, il n'est pas tout seul pour prendre les décisions, il y a également eu Ambre qui a décidé, il y avait Nicolas, en fait ils ont travaillé à plusieurs, donc venir lui dire qu'il est lâche, en réalité, je trouve pas qu'il était particulièrement lâche. Ceci étant, ça veut pas dire non plus qu'il est parfait, mais juste, il a essayé de gagner. Et je trouve pas que c'est une tare non plus. Sauf que quand on te pose la question de cette manière-là, je le répète, ce n'est pas positif. C'est pas pour valoriser votre parcours que vous dites, vous avez été stratège, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En réalité, ça valorise pas ton parcours, tu perds dans Koh-Lanta. Voilà.
Arrive maintenant la pub, et la pub va être extrêmement longue avant le plateau final, et il est à peu près 10h30, donc globalement c'était plutôt rythmé pour arriver jusqu'à là. Je vais faire une petite parenthèse, l'audience n'a pas été bonne du tout, et je pense sincèrement en plus que c'était extrêmement risqué là de mettre une longue pub juste après le vote là, parce que franchement, mais ils sont fous quoi. C'est-à-dire que ça, ils ont mis quasiment 8 minutes de pub, ce qui fait que les gens ils auraient pu ne jamais revenir. Hein. Or moi j'étais là évidemment parce que j'avais envie de savoir la suite, puisqu'en plus il y avait un énorme suspense, parce que là avec 3 aventuriers, clairement le suspense était garanti, et globalement c'était très très dur quoi. Donc je pense que globalement c'était un très mauvais choix, ils auraient dû au moins faire la partie en plateau, commencer, et puis lancer la pub à ce moment-là. Là, je trouve que ça a été extrêmement dangereux de le faire comme ça, et je pense que ça a été pas payant. Bon, en plus, il y a eu plein de... Enfin, voilà, il y avait la faute de la musique, c'est un mardi soir, il faisait extrêmement chaud. Bref, il y a plein de raisons de justifier que l'audience n'était pas incroyable. Voilà. On va passer maintenant au Prime. On arrive maintenant au Prime de Koh Lanta. Alors, je vais être assez rapide parce qu'en réalité, il y avait énormément de remplissage. Ça a perdu vachement de rythme. C'est simple, on a eu le résultat juste des votes, etc. 10h30 et on a eu le dépouillement à 11h37. C'est-à-dire qu'on a attendu 1h07 pour avoir le résultat, c'était beaucoup trop long. Ils ont meublé, alors ils ont meublé quand même relativement bien, alors bon, il y avait du bien, il y avait du moins bien, bon c'est comme ça, de toute façon cette partie-là, elle est pas bonne, il faut pas faire durer ça 1 heure, une demi-heure maximum, c'est déjà très très bien. En plus on aurait terminé à 23h, honnêtement c'était hyper honnête. Pourquoi aller jusqu'à 23h40? Je pense que c'était un mauvais choix, on est en pleine semaine, c'est pas génial, surtout qu'il y a plein d'élèves. Si on se dit que peut-être il y a encore des gens qui peuvent accepter que leurs enfants regardent Koh Lanta, on sait qu'il y a des élèves qui passent le baccalauréat, qui passent des évaluations, voilà, pas mal de choses. Peut-être que voilà, c'est peut-être pas pertinent d'aller jusqu'à aussi tard en tout cas, surtout globalement ce qui s'est dit. Alors bon, qu'est-ce qui s'est dit? Alors, vous vous souvenez, il y avait un chèque de 100 000 € à remporter, et monsieur Chapovski a remporté la victoire. Bravo à lui, il est titulaire d'un chèque de 100 000 €, il rapportera donc plus d'argent que les aventuriers présents. Le faux collier de Seta va revenir sur le devant de la scène, et je vais enfin être récompensé. Oui, il n'est jamais trop tard pour être récompensé, puisque Denis valide mon analyse sur le collier de Seta que j'avais eu depuis le début, en vous expliquant que le collier de Seta, c'est plutôt les autres aventuriers qui l'ont rendu efficace que Seta elle-même. Et Denis a été très clair, et là il n'y a pas de sujet à interprétation. D'ailleurs Seta ne corrige pas, on est en direct je le rappelle, donc il n'y a pas de coupe ou quoi que ce soit, elle ne corrige pas. Denis lui a dit précisément, personne ne vous a posé de questions. Voilà. Et après, Bastien, plus tard, confirme cette information en disant texto, d'accord, il le dit comme ça. Je suis allé voir Seta, je lui ai demandé « As-tu un collier ?» Elle a répondu « Non ». Je lui ai dit « Tu n'as pas de collier ?» Elle lui a répondu « Non » et ça lui a suffi. Et après, il est allé répandre la bonne parole partout. D'ailleurs, je m'auto-corrige, puisque Bastien avoue, on peut se dire que j'étais un peu rude avec Yannick, mais bon, vu les images qu'on avait de Yannick, je pense qu'il a fait pareil. Donc, je fais un tarif de groupe pour les deux. Donc voilà, c'est une catastrophe, voilà, mais ça maintient ce que je vous ai expliqué sur le collier de Seta. Je vais pas revenir dessus parce que franchement, c'est très long, mais en tout cas, ça valide ce que je vous avais dit les dernières fois. Voilà. Seta n'a pas été actrice véritablement de ce bluff, c'est plutôt les autres aventuriers qui n'ont pas été bons. Et les aventuriers ont d'ailleurs avoué ça, ils ont dit on n'a pas fait particulièrement attention, on a dit ok, il y a un collier, et puis c'est tout quoi. Donc Seta va se voir offrir un vrai collier d'immunité. J'ai trouvé que le geste était plutôt très beau, en tout cas de la part de la production c'était très très cool. Ensuite on va avoir Nicolas qui va revenir sur sa stratégie notamment. Alors puis il s'est passé énormément de temps depuis. Pour ceux qui l'ignorent et qui ne regardent pas les réseaux sociaux, Nicolas est vraiment hyper apprécié par les autres aventuriers. On a vu qu'ils avaient fait des vacances là avec Luana, Maxime, François, enfin machin. D'ailleurs pareil, pour ceux qui s'imaginent que le procès de François, en fait il y a une mauvaise ambiance, mais alors pas du tout. Les aventuriers s'adorent, il y avait aussi Bastien, enfin pour ceux qui ont suivi voilà, les candidats sur les réseaux, il y a une superbe ambiance, donc on n'est plus du tout sur ce schéma là. Donc en réalité Nico a pas cet intérêt à se cacher ou quoi que ce soit qu'on pourrait avoir. On n'est même plus dans le jeu d'ailleurs. Ceci étant, c'est vrai qu'il a du mal à avouer qu'il a fait de la stratégie, mais je répète, je trouve que quand la question est posée, c'est toujours sous-entendu derrière de « vous avez fait méchamment de la stratégie », je maintiens quand même qu'il y a toujours cet adverbe qui traîne en sous-main derrière. Maintenant, il a quand même fini par avouer, il a fini quand même par dire « oui, j'ai fait de la stratégie, voilà, machin ». Honnêtement, c'est pas si grave, de toute façon pour moi c'est pas important, et comme je vous l'ai précisé, vraiment la stratégie ne paye pas, en tout cas si jamais vous êtes stratège méchamment,
ça ne paye pas. Voilà, donc il assume, enfin en tout cas il assume à peu près, c'était compliqué mais il assume, voilà, bon ok. Je trouve que c'est pas hyper important. Franchement c'est pas hyper important, c'est pas l'œuvre de ma vie de savoir si Nicolas véritablement avoue sa stratégie ou pas, avoue son double jeu. En plus je trouve que c'est dommage parce que son double jeu, je trouve que ça l'a rendu hyper intéressant. Donc tout dommage de pas s'en vanter parce que globalement, en plus il gagne pas. Je veux dire voilà, donc tu sais, il n'y a pas ce côté de peut-être que ça pourrait influencer le jury ou quoi que ce soit. Là non, il gagne pas de toute façon, donc voilà, lui il n'y a pas de problème. Puis ensuite donc on va avoir de nouveaux magnétos, beaucoup de magnétos. Pas forcément hyper intéressant, ils vont revenir sur les conditions de vie, ils vont revenir sur pas mal de choses, honnêtement c'est un peu ennuyé. Et enfin, on reprécise à nouveau que Monsieur Chabowski a remporté 100 000 €, c'est-à-dire plus que les candidats. Combien de fois Denis il nous l'a répété, mais j'ai arrêté de compter, je me suis dit mais il va nous répéter combien de fois que Monsieur Chabowski a remporté les 100 000 €, c'est-à-dire plus que les candidats. Faut arrêter, Denis c'est bon, hein, on a compris. Vous avez compris qu'il avait remporté les 100 000 €? Est-ce que vous avez compris monsieur? Monsieur à la télévision, vous dormez? Vous dormez monsieur? Monsieur, réveillez-vous, vous avez gagné 100 000 €. J'avais l'impression limite qu'il lui disait: oh frère, reviens sur la chaîne, t'as gagné 100 000 balles, décroche ton téléphone, il faut que je t'appelle. C'était un peu bizarre. Enfin bon. Puis arrive le dépouillement, Géraldine a 3 votes, Bastien 4 votes et François 4 votes. Alors énorme en plus pour le suspense, on sait qu'il trie pas hein, pour la finale puisque l'urne est ouverte au dernier moment. Il y a eu 2-2-2, puis après 3-3-3, donc parfait je veux dire pour le suspense. Et ça s'est terminé donc avec une égalité entre Bastien et François. J'étais hyper content du résultat parce que pour moi ça représente parfaitement cette saison. Une saison avec un casting frais, avec des aventuriers qui ont vraiment essayé de donner leur maximum pour faire une belle aventure. Et globalement, même si on a eu des épisodes parfois inégaux et parfois charcutés par la production qui a volontairement ruiné des épisodes qui avaient du potentiel, globalement c'était un casting qui était frais, rafraîchissant, qui a vraiment eu envie de profiter de l'aventure et globalement qui s'est assez peu posé de questions. Peut-être qu'on n'a pas eu des stratégies exceptionnelles, mais globalement, je trouve que c'est l'une des meilleures saisons qu'on a eues toutes ces dernières années, et avec surtout, en tout cas, les meilleurs gagnants. Parce que Bastien et François, sur l'ensemble de la saison, clairement, ils ont un parcours qui mérite d'être récompensé par la victoire. Vous savez que j'aime pas dire le fameux « il mérite », mais quand même à la fin, il faut quand même qu'on le dise à un moment, c'est le côté de... Voilà, sur l'ensemble de... c'est pas volé, et quand tu regardes l'aventure, tu te dis pas... Enfin, je veux dire, si on rematait cette aventure en replay et qu'on te dit que c'est François et Bastien qui ont remporté la victoire, je pense qu'il n'y a pas fraude du tout sur la marchandise et que globalement, c'est très bien que ce soit eux deux qui ont remporté la victoire parce qu'ils ont été, je trouve, les deux aventuriers qui ont été les plus en avant, si on exclut un peu Luana, etc. Alors je vais quand même noter, donc pour information, ceux qui ont voté pour François, c'est notamment son alliance, c'est-à-dire Nicolas, Ambre, etc. Donc là-dessus, il a pu compter sur eux. Mais par contre, ceux qu'il a trahi, c'est-à-dire Luana et Ambre, Luana et Ambre, n'importe quoi, Luana et Maxime, excusez-moi, surtout Luana, n'ont pas voté François. Ils n'ont pas voté également Bastien, pour une raison, Bastien, il n'est pas de leur alliance, donc ils ont voté Géraldine un peu par défaut. C'est pour ça que je ne sais pas comment, si mettons on n'avait pas eu Géraldine, je prends un exemple, on n'aurait pas eu Géraldine, et qu'on aurait eu Jean-Charles, je ne sais pas comment ils auraient pu se reporter, qu'est-ce qu'ils auraient fait Luana et Maxime? Ils auraient voté Jean-Charles? Ils auraient voté Bastien peut-être? Je ne sais pas comment ils auraient voté, et peut-être que la victoire de Bastien aurait été plus évidente dans ce cas de figure, par exemple. Mais voilà, en tout cas, Maxime et Luana se sont clairement vengés sur François, voilà, ils lui ont fait payer, donc François n'a pas leur vote. Bastien, lui, alors bon, il a pas mal de votes, on va dire, de candidats qui étaient relativement neutres dans l'aventure. Et c'est surtout, et en tout cas surtout ceux qui voulaient pas voter ni Géraldine ni François, en fait, tous ceux qui voulaient pas voter pour cette couleur, en fait, tout simplement. Et j'ai juste retenu pour conclure que la meilleure argumentation de vote a été sortie par notre ami Colin, qui sort quand même juste Bastien, t'es le plus beau gosse. Alors là, on plie devant tant d'argumentation, je te donne le brevet des collèges, vraiment, avec toute ma bénédiction de prof, vraiment, je te l'offre, vraiment, bravo, tu mérites. Voilà, c'était une bonne saison de Koh-Lanta. Moi personnellement, j'ai passé plutôt un bon moment. Il y a eu des épisodes inégaux, mais je trouve que globalement, à partir du moment où on a passé la réunification, pardon, la saison s'est vraiment lancée. On a vraiment eu des épisodes hyper intéressants. Avant ça, globalement, les épisodes étaient parfois un peu moyens, ils étaient jamais mauvais, c'était l'avantage, c'est qu'on n'avait jamais d'épisodes nuls, on avait des épisodes toujours moyens, mais c'était quand même plaisant à les regarder.
Et ensuite, à partir de ce moment-là, globalement, si on exclut les épisodes coupés en deux, on a eu des épisodes assez rythmés avec des candidats qui étaient frais, qui ont eu envie de jouer, qui ont envie de s'amuser. Ça se voyait d'ailleurs qu'ils ont pris, je pense, je pense qu'ils ont gardé un super souvenir de cette aventure. On voit d'ailleurs qu'ils ont gardé des bons liens, malgré pourtant, bah vous voyez, hein, le procès de François, etc. Ça n'empêche pas du tout qu'après, ils s'entendent hyper bien. Preuve que ça a été une aventure que je pense qui a été très saine, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été très sain, ça a été... parce que je pense que François n'est pas du tout le grand manipulateur méchant qu'on imagine, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je pense que c'est juste quelqu'un qui a agi par logique, mais parfois la logique amène à faire des bons choix. Et oui, bah des fois quand on a un cheminement logique, étonnamment, ça finit par payer. Et je trouve que François, c'est globalement ça qui paye ce soir. Bastien, lui, bah c'est un peu le candidat qu'on connaît, hein, qui gagne Koh Lanta. D'ailleurs, il avait vraiment le profil à gagner. Le candidat avec aucun reproche. D'ailleurs, il a eu très peu de questions. Hein. Voilà, ni Géraldine ni lui n'ont eu des questions. Hein. C'est uniquement François qui en a eu. Preuve qu'ils ont eu une aventure qui est assez peu source à polémique, en fait. C'est ça. Ni Géraldine, ni Bastien. Et là-dessus, bah voilà, c'est cohérent avec ce qu'on a vu et il n'y a pas de souci. Bref. J'ai plutôt passé donc une bonne soirée de finale, mais c'est vrai que ça manquait de rythme dans cette dernière heure. Et sur l'ensemble de la saison, moi personnellement, c'est une saison que je classe vraiment haut dans mon panier parce que je pense que c'est une saison qui est très très propre, vraiment très propre, et qui depuis de nombreuses années, clairement, j'ai rarement été aussi satisfait d'un gagnant. Je vous le dis, moi j'ai fait mes petites recherches la dernière fois, j'ai regardé. Je pense sincèrement que François et Bastien, ce sont les meilleurs vainqueurs depuis Marc. C'est pour vous dire, hein. Je reprends tous les gagnants, si on exclut Claude qui avait gagné, peu importe, et qu'on lui a retiré. Si on reprend toute la liste, j'ai fait toute la liste en remontant l'autre fois et j'ai dit, bah franchement, jusqu'à Marc, je trouve pas de meilleur gagnant que ces deux-là, parce que clairement, pour une fois, ça fait plaisir d'avoir aussi bien un gagnant qui a été un petit peu stratège et qui a voulu gagner, et de l'autre côté, Bastien, qui globalement a été un candidat plus neutre, mais qui représente bien ce côté Koh Lanta qu'on connaît depuis toujours, même maintenant d'ailleurs. Et je trouve que l'ensemble des deux, au final, ça fait une belle représentation du vainqueur de Koh Lanta. Voilà. Écoutez, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit. Je suis pas revenu sur tous les magnétos, je suis pas revenu sur tout ce qui s'est dit dans le Prime parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas hyper intéressantes. Je préfère revenir vraiment sur ce qui fait le cœur. Et vous savez que j'aime bien faire un peu d'analyse, un peu de propos, un peu de... Voilà, amener un surplus en fait. C'est pas le but de faire un résumé de l'épisode. Mais dites-moi vous dans les commentaires si... Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, que vous avez pensé de la saison. N'hésitez pas à aller voir le live qu'on a fait hier hein, pour les récompenses des différents aventuriers de la saison sur la cérémonie qu'on a fait en live. N'hésitez pas à aller la voir. Et en tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Il y aura certainement une autre vidéo Koh Lanta la semaine prochaine où je reviendrai certainement sur Koh Lanta la légende parce que je vous avais dit que j'y reviendrai. S'il sort pas la semaine prochaine, il sortira la semaine d'après, mais on verra. Mais en tout cas, voilà, c'est une vidéo que j'ai en tête depuis un moment. Il faut absolument que je la tourne. Elle sera tournée et peut-être qu'on fera un bilan un peu, voilà, de cette période où Koh Lanta est plus le programme aussi phare, a affaibli dans les audiences. On en parlera certainement dans cette vidéo. En tout cas, voilà, j'ai ça dans les tuyaux, ça peut sortir très très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre pour ne pas rater ça. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé une très bonne saison en ma compagnie. On se retrouve pour ceux qui me suivent que pour Koh Lanta pour les vidéos en 2023. Et pour les autres, bah, on va se retrouver très très vite parce que j'ai plein de vidéos à vous sortir dans les prochaines semaines. On se retrouve très vite. Ciao!